Bonjour Damien. Bonjour Fares. Représente-nous un petit peu qui est Encom. Alors Encom, nous sommes opérateurs de services numériques depuis plus de 20 ans. Notre métier, c'est d'avant tout de fournir des solutions aux professionnels, que ce soit opérateurs, réseau, sécurité, communication unifiée. SD Networks, SD LAN, SD WAN. Essaye de nous reclarifier tout ça. Alors, la terminologie SD, que ce soit SD-WAN, SD-LAN ou SD Network, va finalement recouvrir le besoin d'unifier les réseaux à travers une plateforme logicielle qui va pouvoir apporter de l'intelligence. Donc sur cette plateforme logicielle, on va pouvoir préconfigurer les matériels, créer des sites, provisionner les matériels, les configurer, les déployer, les maintenir et en avoir des statistiques pour pouvoir suivre en temps réel finalement tout ce qui se passe dans un réseau professionnel. Vous avez testé, validé Omada SDN. Ouais. Vous avez déployé plusieurs clients. Tout à fait. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, aujourd'hui déjà en termes de clients, Encom ça représente plus de 1400 clients de tout secteur d'activité confondu et on avait besoin de trouver une solution qui puisse répondre finalement quel que soit le secteur. On ne voulait pas une solution dédiée à tel ou tel secteur. Donc il a fallu passer du temps à trouver une solution qui soit à la fois répondant à tous les besoins des entreprises, mais aussi à la fois être interopérable avec l'ensemble des opérateurs avec lesquels on travaille. Parce que pour faire fonctionner un lien Internet, on veut que ça fonctionne aussi bien chez un Orange, un SFR, nos propres liens, les liens du client, peu importe, il fallait que tout ça soit interopérable. Et c'est le cas de la solution Omada qui nous permet, à travers les VLAN WAN qu'on verra tout à l'heure, de pouvoir finalement opérer n'importe quel réseau, que ce soit du routage, du réseau local, du Wi-Fi et tout ce qui est management, on va dire, du réseau à proprement parler. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Et puis le choix important aussi, c'était de pouvoir être souverain sur la solution et de ne pas dépendre d'une solution logicielle sur laquelle nous n'aurions pas, nous, la main en matière d'infrastructure. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix. Et dans quel modèle de déploiement vous l'utilisez? Alors aujourd'hui justement, on l'utilise dans le modèle de déploiement souverain, c'est-à-dire qu'on a nos propres serveurs d'applicatifs sur lesquels on a poussé la solution logicielle Omada Controller qui nous permet finalement de piloter l'ensemble de nos routeurs, switch et antennes Wi-Fi depuis notre console opérée par Encom. Et quels sont les avantages pour toi, on va dire, intégrateur pour Encom? Alors clairement, aujourd'hui, l'avantage, c'est que depuis une seule interface, on a une espèce de tour de contrôle de l'ensemble de nos clients et au sein de nos clients, de l'ensemble des sites d'un client. Ce qui nous permet d'être proactif sur la partie dépannage parce qu'on a des notifications qui vont nous remonter immédiatement finalement sur les erreurs ou des erreurs de configuration qui pourraient remonter. Et puis en termes de déploiement, c'est surtout que nous n'avons plus finalement à servir de plateforme logistique parce qu'on peut envoyer le matériel directement des entrepôts au client final et in fine, on fait le déploiement à distance à travers la console. Donc ça nous fait gagner du temps de déploiement, des coûts de transport, ça réduit aussi finalement notre empreinte carbone sur le sujet. Et puis, si on a des modifications à faire, elles sont instantanées à travers une console unique qui nous permet vraiment d'avoir une tour de contrôle de l'ensemble des réseaux. Et pour tes clients, quels sont les avantages? Alors pour le client, il peut lui aussi profiter de cette interface. C'est-à-dire qu'il peut voir son site avec ses différents sites, ses différents matériels. Il peut sortir des statistiques assez détaillées sur ce qui se passe sur son réseau. Donc là, en matière de cybersécurité et de suivi du parc, ça permet de donner un petit peu de visibilité sur des équipements qui, par le passé, pouvaient être un petit peu compliqués à appréhender. Là, à travers une simple interface web, on arrive à avoir des choses intéressantes. Et puis aussi, pour déployer des nouveaux sites, il peut être serein sur le fait que juste en recevant le matériel et en le branchant, à partir du moment où il y a un accès Internet, on sera en mesure d'interopérer son réseau et de pouvoir facilement agir dessus. Donc c'est à la fois un gain de temps pour le client et puis ça lui donne de la visibilité sur ce qui se passe dans son propre réseau. Et on parle de clients, mais quelle typologie de clients tu adresses aujourd'hui? Alors comme je le disais en introduction, on a voulu faire en sorte, vu qu'on a nous-mêmes un parc de clients qui est assez hétérogène, d'avoir une solution qui réponde à ça. Et typiquement, TP-Link aujourd'hui s'inscrit dans cette veine, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait opérer du grand compte, de la TPE, de la PME, du secteur hospitalier, du secteur public, parce qu'on a aujourd'hui plus de 150 mairies clientes chez nous. Et encore une fois, peu importe le lien opérateur. Donc, au niveau des clients, finalement, on va pouvoir répondre à un petit peu tout. Et à travers Omada SDN, quelle est la valeur ajoutée que vous apportez? Quel est le ou les services
que vous apportez à ces clients? Alors, sur cette partie-là, le Omada Contrôleur nous permet de mettre en avant, on va dire, 2-3 services vraiment principaux. La partie de gestion de parc, où là, on va vraiment pouvoir piloter chacun de ces équipements et avoir des remontées statistiques dessus. La partie Wi-Fi public, qui est quand même un point aujourd'hui important et encadré de manière réglementaire assez forte. Donc, de pouvoir créer des portails d'accès Wi-Fi public sur lesquels on a de la traçabilité et où on est en conformité avec la réglementation sur les logs notamment, ou bien les problèmes de densité de Wi-Fi qu'on peut trouver dans des hôtels ou dans le secteur industriel, où là on va avoir besoin de pouvoir faire des affinages assez fins sur les fréquences, sur le mesh, sur le fast roaming au niveau du Wi-Fi. Tous ces points-là sont couverts par la solution Omada aujourd'hui et permettent d'avoir vraiment une vision à 360 de son réseau d'entreprise. Simplement. Alors, on a vu interface unique. Ouais. On a vu qu'on pouvait adopter, configurer, unifier tout un réseau, le maintenir, le superviser. Est-ce que maintenant, tu peux nous montrer l'interface Omada SDN? Eh ben, on va faire une petite démo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer de bout en bout la création d'un site avec l'adoption d'un routeur, d'un switch, d'une borne Wi-Fi. Et on va commencer tout simplement par le site et un routeur. Alors, on va voir maintenant les interfaces de Omada SDN en compagnie de Rémi Urbain. Bonjour Damien. Bonjour Rémi, qui est notre responsable des déploiements et responsable du support chez Encom. Donc, il est vraiment au cœur de tout ça et c'est lui qui pilote ces équipes. Donc, au niveau de l'interface, je vais te laisser dérouler pour présenter finalement les différents items de cette interface. Alors, au niveau des différents onglets qu'on va avoir sur un site, je vais d'ailleurs passer sur un site qui a des données pour que l'on puisse voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc déjà, là, ce qu'on vient de pouvoir voir, c'est qu'on peut sélectionner les différents sites. Donc tout à fait en haut à droite, comme vous avez pu le voir, on a la liste des différents sites qu'on opère. Et donc, en sélectionnant un des sites, on va pouvoir accéder aux données de celui-ci. C'est ça. Sur le haut, on a un récapitulatif du nombre d'équipements qu'il y a, que ce soit des équipements Omada ou les équipements clients. Donc ici, sur le site que j'ai pris, on n'a pas de routeur Omada. En revanche, on a 2 switches ainsi que 2 bornes Wi-Fi et on voit qu'on a 38 équipements. Et quand je passe ma souris dessus, on sait que j'en ai 16 filaires pour 22 Wi-Fi qui me donne le total. Donc là, clairement, ça veut dire qu'on peut voir directement, juste au survol de la souris déjà, les quantitatifs d'équipements et puis les typologies de connexion. Combien j'ai de Wi-Fi, combien j'ai de réseau local. Donc ça, c'était l'onglet tableau de bord qui est le premier quand on visite Omada. On a un onglet statistiques qui va nous permettre de récupérer des statistiques sur soit la borne Wi-Fi si on est sur la borne Wi-Fi, au niveau du trafic et de l'utilisation, si on est sur des switches, l'état des switches. Donc ça veut dire que tu peux voir les bandes passantes. Je peux voir la bande passante utilisée sur le switch, je peux voir la bande passante, le nombre d'utilisateurs et au niveau des statistiques de communication, je peux savoir sur certains ports quel est le taux de paquets transmis dans un sens ou dans l'autre. Si tu remontes là sur l'interface, effectivement, on voit là une vue de switch typiquement où on peut voir port par port. Est-ce que les équipements sont branchés, non branchés, à quel débit ils sont commutés et si on utilise du PO, c'est-à-dire est-ce qu'on peut alimenter un équipement ou est-ce qu'il y a un équipement alimenté directement à travers le câble. Donc ça c'est pareil, c'est assez intéressant parce que sans avoir besoin d'aller dans la baie de brassage, finalement je sais ce qui est déjà présent sur mon switch. On a la légende en dessous, donc selon le nombre de débits, on a aussi le blocage STP dont on parlera peut-être rapidement tout à l'heure. Donc on a un état global du switch. On a la carte. La carte, ça inclut 2 choses. Ça inclut ce qui est appelé la topologie, c'est-à-dire d'où on part en termes de premier équipement jusqu'au dernier équipement. Est-ce qu'on est branché sur le switch 1, puis sur le switch 2, puis sur la borne Wi-Fi et l'équipement final. Ça peut aussi nous permettre, par la carte physique, de voir dans des locaux, ici les nôtres, où sont situées les bornes Wi-Fi et pouvoir potentiellement faire des rebonds réseau pour savoir comment est couvert le site Wi-Fi. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que cet outil, il va permettre à la fois d'avoir une vision très réseau de qui est câblé sur quoi, sur quel port et avec quelle cascade. Donc on a vraiment la vision réseau pur et dur. Et l'autre partie, la partie carte, où on va pouvoir positionner les équipements, va elle servir plutôt dans l'exploitation pour pouvoir documenter le fait que tel équipement est à tel endroit du bâtiment. Et puis c'est surtout, on le verra après par la suite sur la partie WLAN dans les prochaines vidéos, qu'on peut faire vraiment un audit Wi-Fi, où on va positionner les bornes
lancer de l'audit radio et on va avoir la restitution sur la carte finalement du mapping radio pour savoir s'il n'y a pas une zone qui est oubliée ou s'il ne faut pas positionner une borne à un autre endroit ou bien rajouter une borne. Donc ça, c'est vraiment un outil précieux pour être certain d'avoir la couverture Wi-Fi qui va bien dans l'ensemble du bâtiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? On a ensuite l'onglet Appareil qui, de manière assez simple, nous donne la liste des équipements qui sont sur le site en question. Donc ici, j'en parlais tout à l'heure, on a 2 switches et on a 2 bornes Wi-Fi, on n'a pas de routeur. Ce qui va nous permettre de connaître leur IP local, est-ce qu'ils sont connectés ou non, la version précise du boîtier, que ce soit hardware ou software ici. Et du coup, est-ce qu'on voit les mises à jour? On sait les mises à jour sur les boutons d'action qui sont sur la toute droite où j'allais y venir au niveau. Là, on n'en a que 2 parce qu'on n'a rien qu'à à jour, mais on pourra remontrer tout à l'heure les différentes mises à jour qu'on a. Ici, je peux localiser le switch ou la borne Wi-Fi. Ça va permettre de faire clignoter l'équipement en baie ou dans le local si c'est une borne Wi-Fi pour pouvoir la localiser plus facilement. Et je peux bien entendu la redémarrer sans avoir besoin d'aller dans la baie qui est au 3e étage du 14e bâtiment. Je peux le redémarrer d'ici. Donc là, pour résumer, cette partie device, elle nous permet finalement d'avoir un état de santé des équipements, est-ce qu'ils sont à jour, pas à jour, connectés, pas connectés, de pouvoir les redémarrer, donc de pouvoir faire des actions de maintenance, et de pouvoir les identifier quand on a un doute sur la position de l'équipement. Donc ça, en termes d'exploitation au quotidien, c'est un gain de temps qui est considérable. Ensuite, si je creuse un petit peu sur cet onglet, mais on aura le temps d'en reparler, si je clique, je dispose de la configuration du switch en question ou de la borne Wi-Fi en question, et ça, on y reviendra un petit peu après. On a l'onglet clients ou les clients où ici je vais avoir la liste des équipements qui sont connectés sur les équipements Omada. Donc c'est les 38 ou 37 équipements dont je parlais tout à l'heure. Où ici on peut filtrer par Wi-Fi ou par filaire. Et surtout sur le tableau, on connaît le nom de l'équipement, son adresse IP, s'il est connecté, sur quel réseau s'il y en a plusieurs. Parce que forcément selon la configuration on peut avoir plusieurs réseaux. Quel équipement est émetteur du branchement, donc est-ce que c'est un switch, est-ce que c'est une borne Wi-Fi, sur quel port du switch si c'est un switch, etc., etc., ainsi que leur taux d'échange, de téléchargement ou d'upload depuis leur dernière connexion. Je peux aussi les bloquer ou les forcer à se reconnecter si j'ai fait une modification ou si la personne n'a rien à faire sur ce réseau-là, je pourrais la bloquer. Donc pour faire clair, ça veut dire que n'importe quel équipement, que ce soit un smartphone, une tablette, un PC, une caméra, à partir du moment où elle est connectée sur un des équipements, on la voit ici. On peut voir si elle consomme ou pas du trafic et on peut la bloquer si on considère que c'est un appareil qui n'a rien à faire sur le réseau. Donc là encore une fois, on est vraiment dans la notion de je pilote mon réseau à distance avec une interface claire et lisible. Tout à fait. On a l'onglet Aperçu qui lui va nous permettre de connaître les derniers éléments qu'il y a eu sur le réseau. Donc ça peut être des pertes de connexion sur des équipements Omada ou sur des équipements clients. On peut avoir les authentifications qu'il y a eu sur le portail captif dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Enfin, ça nous permet d'avoir un aperçu global du site et des derniers événements qu'il y a eu dessus. Ça reprend au final un petit peu tout ce qu'on a vu avant. C'est ça permet de le centraliser un petit peu. Ok. Et il nous en reste 2 autres qui sont les dernières alertes. Donc là, c'est vraiment juste les alertes, les événements, le log du site, savoir s'il y a des équipements qui ont été débranchés, qui sont tombés en panne, ou tout ce genre de choses-là, ou les échecs de connexion au contrôleur aussi, au logiciel en lui-même. Et on a le dernier onglet qui sont les statistiques un peu plus poussées sur le site pour savoir sur une période donnée combien il y a eu d'équipements de connectés, combien il y a eu de trafic de consommé, est-ce que c'était plutôt en Wi-Fi, est-ce que c'était plutôt en filaire, etc., etc. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a pas mal de choses et de rapports qu'on peut configurer. Et donc ça veut dire que le client final, il peut à la fois voir l'état de ses connexions à travers les logs pour savoir les événements qui sont passés. Donc il va pouvoir revenir sur un événement. Est-ce que c'est lié à la coupure de courant? Est-ce que c'est lié à autre chose? Mais en tout cas, il va avoir des eurodatage clairs pour pouvoir faire les rapprochements d'informations. Et puis au niveau des statistiques, il va avoir des rapports consolidés, alors assez détaillés pour le coup, en matière de est-ce que j'utilise ou pas mes bornes Wi-Fi, est-ce qu'elles sont à pleine capacité, est-ce qu'elles sont en surcharge, etc. Donc en matière de dimensionnement, pareil, et de vie du réseau, ça permet vraiment de prendre les bonnes décisions opérationnelles pour savoir s'il faut qu'on rajoute du matériel ou pas, ou pour voir tout simplement si on n'a pas trop d'erreurs qui pourraient subvenir dans le réseau. C'est vraiment une tour de contrôle à part entière. Donc là, c'était le tour d'horizon de la console générale. On reviendra dans les vidéos suivantes sur les différentes étapes pour justement arriver à la création d'un site complet comme l'aperçu que l'on vient de voir. Alors, on va voir maintenant, du coup,
la création d'un site avec la configuration et l'adoption des premiers matériels nécessaires à la mise en œuvre d'un site, c'est-à-dire le routeur. Donc pour faire ça, sur l'interface, on va commencer par créer Cliquez sur la liste le des site. On va ajouter un nouveau site. Il me demande quelques informations, entre autres le nom du site. Donc là, je vais mettre qu'on est sur un test. Il me demande le pays sur lequel on va installer le matériel et le fuseau horaire. Il me demande le scénario d'application de base. Dans notre cas, on va mettre bureau. Alors dans ce qu'on peut voir, là, si tu reviens sur le scénario Ouais. de base, c'est que justement, Omada a prévu des préconfigurations qui vont correspondre à des cas d'usage. L'hôtellerie, le restaurant, l'aéroport, du Wi-Fi public, des bureaux et tout un tas d'autres services qui sont ajoutés au fur et à mesure. Ces différents profils, ils sont remontés chez TP-Link à travers des cas d'usage et qui sont après profilés pour faire en sorte d'avoir des configurations types. Donc là, nous, ça nous aide typiquement dans des déploiements pour être à peu près à la cible directement. Et puis pour un utilisateur final, ça lui permet aussi de s'assurer que finalement, tout va être configuré pour correspondre à son cas d'usage. C'est ça. Ensuite, il nous demande le compte d'appareil, donc le mot de passe qu'aura l'équipement. Ici, je vais mettre un compte admin et je vais mettre un mot de passe qui sera assez simple à retenir pour le test. Bien sûr, il faut mettre un mot de passe difficile. Hop. Et je vais pouvoir créer mon site. Omada m'emmène d'office sur la liste des sites pour que je puisse ensuite aller chercher le site que je veux modifier. Donc maintenant que je suis sur le site, forcément il n'y a rien dedans, c'est normal puisqu'on l'a créé tout fraîchement. Je vais câbler mon PC directement sur le routeur qui est juste ici, qui est en réglage par défaut, qui est sorti de son carton. Après qu'il ait démarré, il prend une IP de base en 192.168.0.1 en émanant un DHCP, un serveur DHCP. Donc je vais juste avoir besoin de me rendre, je vais rafraîchir au cas où, sur la page. Il commence par me demander l'identifiant et le mot de passe par défaut. Je vais mettre la même chose que ce que je viens de mettre précédemment. Donc là, cette étape, elle nous permet finalement d'initier le matériel pour qu'il puisse aller s'enrôler sur la console Omada Controller. Pour ça, je vais me connecter directement sur le routeur avec les identifiants que je viens de mettre, que je viens de configurer, et je vais aller lui demander d'aller s'enrôler directement dessus. Pour ce faire, il faut que j'aille dans l'onglet System Tools qui est sur la gauche, puis Controller Settings. Ici, il me demande un inform URL IP adresse. Je vais aller chercher l'IP de mon contrôleur ou son FQDN, hein, les deux fonctionnent, que je vais copier. Je vais la coller ici et je vais cliquer sur Save. Ça va envoyer une requête au contrôleur que je viens de nommer et ça va lui demander si je veux adopter le périphérique. Donc si c'est bien un périphérique que je connais et que j'ai volontairement envoyé vers l'adopt. Alors souvent, il faut attendre un tout petit peu. Ça finit par apparaître à cet endroit-là. Alors maintenant qu'on a lancé l'adoption, on le voit arriver sur le serveur. Donc je le vois en attendant. Donc il est en attente d'être adopté. J'ai une petite coche à cliquer. Je vais cliquer dessus. Il va essayer d'adopter avec les identifiants mot de passe par défaut. Il n'y arrive pas puisque je les ai changés juste avant. Donc quand je vais faire réessayer, il va me demander les mots de passe que j'ai mis en place, que je vais pouvoir reconfirmer. Donc, je l'avais dans mon presse-papier, c'est celui qu'on a mis ensemble tout à l'heure. Et là, si je fais adopter, il va mettre un petit peu de temps pour prendre la configuration du serveur et l'appliquer sur sa version à lui. Alors on voit là d'ailleurs que le nom de l'appareil, il nous remonte l'adresse MAC de l'équipement. Ça, typiquement, c'est des choses qu'on va pouvoir changer par la suite pour lui donner un nom plus évocateur que l'adresse MAC. Donc ça peut être le nom du site ou le nom de la société, les deux, c'est-à-dire le nom de la société et du site, pour pouvoir après facilement retrouver dans les interfaces finalement qui est où et qui est quoi. Même là, il est en approvisionnement, donc on a déjà, quand je clique dessus, accès à sa version, etc. Et dans l'onglet configuration, je devrais déjà pouvoir le renommer ou dans quelques... Je crois que j'ai perdu le... Il n'arrive pas... Il a dû perdre Internet étant donné qu'il est en train de Alors faire là, on est dans un cas où on est connecté directement au routeur. Donc, vu qu'il est en train de se provisionner et de redémarrer, hein, ce qui est le cas là d'ailleurs, à partir du moment où il redémarre, le lien Internet est coupé et il faut qu'on attende le redémarrage. Dans une situation normale, qui n'est pas une situation de test ou de démonstration,
on n'est pas connecté au réseau du routeur. Il est préparé en amont et envoyé directement dessus. Et le PC qui va gérer la console d'administration n'est pas branché directement sur le même réseau du routeur. Donc là, on est vraiment dans le cas particulier du « je suis connecté à même le routeur que je suis en train de provisionner ». Il provisionne, il redémarre. En redémarrant, je perds Internet. Et lorsqu'il aura fini son redémarrage, on pourra réaccéder à l'ensemble de la configuration. Donc là, on va juste attendre un petit peu pour que la configuration remonte. Alors l'adoption vient de terminer, on a récupéré le routeur qui est configuré et qui est affiché comme connecté, sur lequel on a l'état. Donc c'est ce que disait Damien juste avant, on va pouvoir le configurer, changer certaines choses, dont son nom. Donc je vais pouvoir le renommer routeur par exemple, pour qu'on puisse savoir dans les logs, etc., qu'il s'agit bien de l'équipement routeur. Hop. Il va refaire une petite config sans redémarrer, juste pour appliquer la configuration. Donc on le voit là-haut, il est passé sur la configuration. Et là, on le voit passer aussi en état, le nom de l'appareil a déjà changé, donc il est bien passé en routeur. Là déjà, ce qu'il faut voir, c'est que cette interface permet juste en cliquant sur l'appareil, sur le panneau de droite, d'obtenir déjà un panneau de configuration dans lequel on va pouvoir retrouver les raccourcis vers les différentes configurations du routeur, que ce soit pour le WAN et les informations WAN ou que ce soit pour le LAN. Donc ça, c'est dans la partie configuration où on va retrouver les liens vers les configurations du routeur. Donc là, d'ailleurs, on va voir maintenant comment on va pouvoir configurer notamment tout ce qui est règles liées au DHCP, au LAN, aux différents VLAN et également sur la partie natage de port. Parce que quand on met en place un lien Internet sur un site, on va avoir besoin éventuellement de faire ce qu'on appelle du port forwarding ou du natage pour permettre l'accès à distance d'équipements qui sont dans le réseau local mais depuis le monde extérieur. Donc on va voir toutes ces petites règles maintenant en commençant par le LAN. Donc pour ça, on a le bouton paramétrage qui est en bas à gauche de l'interface, où ici on récupère un petit peu la configuration globale et on a les informations réseau filaire, où ici on peut configurer nos liens Internet et notre réseau local. Donc sur celui-ci, on n'en a qu'un seul pour le moment. On va pouvoir le modifier, on peut changer l'étendue DHCP, le réseau DHCP, etc. On peut du coup ajouter des réseaux Wi-Fi quand on aura des bornes Wi-Fi, et on a la sécurité réseau ou la transmission pour gérer les règles de NAT dont parlait Damien. En revenant sur la partie réseau filaire, on peut constater que les routeurs Omada sont des routeurs qui sont dits multi-WAN. Donc ça veut dire que je peux avoir plusieurs liens Internet branchés sur ce routeur pour notamment, on le verra et c'est la situation qu'on a produit ici, avoir un lien nominal filaire, une fibre, une ADSL, une SDSL, et en lien de secours, un lien de type 4G ou une deuxième techno filaire. Mais ça nous permet d'avoir des règles de backup automatique directement sur le routeur. Là, nous, on est dans une configuration multi-WAN avec un lien 4G et un lien filaire qui, lui, est une fibre classique. C'est ça. On peut aussi ajouter plusieurs LAN. Dans notre cas, on va rester sur l'un d'eux. Par contre, ce qu'on va pouvoir aller ajouter tout de suite pour que dans le futur, on puisse ajouter les autres équipements, c'est aller y ajouter dans les options DHCP avancées. On a 3 variables de base, la variante 60, 66 et 138, qui vont nous permettre d'ajouter des IP de configuration automatique sur le serveur DHCP. Et celle qui va nous intéresser maintenant tout de suite, c'est la 138. C'est ce qui va permettre de mettre la valeur du serveur Omada comme option 138, c'est ce que je viens de coller ici, donc c'est l'IP du serveur. C'est ce qui va permettre que s'il y a un équipement Omada de brancher à l'arrière du routeur, qui hérite du DHCP, il va venir tout seul sur l'interface Omada nous demander d'être adopté. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure avec le routeur, de devoir se connecter sur l'interface, lui mettre l'URL, etc., on n'aura plus besoin de le faire, ça se fera automatiquement. Je rebondis sur l'option 66. Au niveau d'Encom, on est le premier intégrateur 3CX en France. L'écosystème Omada se porte très bien dans l'écosystème 3CX qui permet l'auto-provisioning des téléphones à travers l'option 66. Donc ça veut dire que si j'ai un 3CX dans le cloud et que je veux faire en sorte que les téléphones qui vont être sur ce site s'auto-provisionnent automatiquement sur ma plateforme 3CX, eh bien je pourrais venir rentrer dans cette variable d'option 66 le FQDN de provisioning de ma console d'administration 3CX, ce qui permettra de faire aussi de l'auto-enrôlement
pour les téléphones, au même titre que là, on fait de l'auto-enrôlement pour la partie équipement réseau. Pendant ce temps-là, le routeur a récupéré sa mise à jour de configuration qu'on a modifiée. Et donc Damien parlait tout à l'heure dans transmission des règles de NAT. Donc ici, je vais pouvoir ajouter des règles de NAT si j'en ai besoin. Donc si j'héberge un serveur qui doit être accessible de l'extérieur ou si j'ai besoin d'ouvrir n'importe quel port pour une raison X ou Y, forcément, il va me demander un nom. Hop. Et on va faire par exemple un port 443, tout ce qu'il y a de plus simple. Ici, il me demande depuis quelles interfaces Internet, si j'en ai plusieurs, je veux autoriser cette règle, parce que je peux très bien autoriser que sur la fibre ou que sur la 4G ou sur les deux. Il me demande s'il s'agit d'une DMZ ou non, donc est-ce que c'est l'ensemble des ports ou seulement un des ports. Et il me demande le port source. Ici, on va dire le 80 par exemple pour la partie web. Il y a un paramètre aussi qui est important, c'est que on peut, là c'est de la sécurité sur les règles de NAT, on peut dire est-ce que le NATage il est disponible pour finalement n'importe quelle adresse IP de provenance ou est-ce que je veux limiter cet accès à une adresse IP en particulier. Ça trouve tout son sens, notamment quand on a des systèmes de vidéosurveillance qui vont être branchés et alimentés par du TP-Link et on veut faire en sorte que la personne qui opère le réseau de caméras ou bien le télémainteneur, il n'y ait que lui qui puisse accéder au réseau de caméras. Et dans ce cas-là, on va spécifier une adresse IP pour dire qu'il n'y a que lui qui pourra accéder depuis le monde extérieur. Donc ça, c'est un point important parce qu'on a souvent tendance dans les règles de NAT à faire de l'ouverture sur l'ensemble de la planète. C'est de plus en plus à proscrire. Donc là, je l'ai laissé à quelconque, mais donc si je mets adresse IP limitée, il va me demander lesquelles. Je peux en mettre plusieurs, donc s'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'y avoir accès. Ici, il me demande donc le port source, on a mis 80. Il me demande aussi l'IP vers laquelle je dois envoyer le paquet. On va dire par exemple cet IP-là, peu importe, il ne me l'a pas pris. Hop. Et il va me demander le port en interne. Tu mets à côté. Oui, il ne veut pas. Quand je fais point, il me le prend pas. Voilà. Hop, voilà. Et le port de destination, ça peut être un autre port. Par exemple, si je veux exposer le port 5080 et non pas le 80 qui est très connu sur Internet, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir mettre ici 5080 et ici mettre 80 qui est le port interne. Dans le cas ici, je vais le laisser comme ça pour que ce soit plus simple. Et il me demande le type de protocole. Est-ce que c'est le TCP et l'UDP? Seulement l'un des deux en particulier. Je vais pouvoir créer la règle. Et donc, à partir de maintenant, la règle est créée en IP source ENI, n'importe laquelle, depuis les deux accès Internet s'il y en a plusieurs, depuis le port 80 vers le port 80 sur l'adresse IP 192.168.1.85. Donc finalement, là, en termes d'interface, c'est quasiment aussi simple qu'une box de particulier, alors qu'on est vraiment sur un matériel professionnel. Donc là, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on peut créer autant de règles de NAT qu'on veut, qu'on peut les autoriser ou les interdire à la volée et en temps réel, et que ça se fait vraiment en quelques clics. On va passer un petit peu aux fonctions d'ALG qui sont juste à côté, dans la même section. Donc l'ALG, c'est quoi? Donc là, encore une fois, on est sur une philosophie où l'interface se résume à quelques clics. L'ALG, ce sont des protocoles, des algorithmes qui vont pouvoir permettre d'améliorer le traitement de certains flux au sein du réseau. Et là, en l'occurrence, le Omada Controller permet de pouvoir directement activer ou désactiver ces protocoles qui peuvent être utiles ou pas suivant les cas de figure. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de chacun, mais juste dans la philosophie, on voit que les principaux ALG qui sont utilisés, dont la téléphonie sur IP, dont l'IPsec, dont le FTP, sont exposés et qu'on peut facilement les activer ou les désactiver. Donc ça aussi c'est une force parce que ça permet de simplifier la configuration d'un équipement réseau. Par exemple, dans le cas où on revient sur 3CX, où tout à l'heure on disait que le 3CX était dans le cloud, si demain on l'héberge derrière un équipement TP-Link, Omada, ils vont, dans les prérequis 3CX, ils vont nous demander de désactiver le SIP ALG, qui est un prérequis. Donc c'est ici qu'il faudra le désactiver si le 3CX est derrière un routeur Omada. Est-ce que tu peux nous montrer du coup la gestion des VLAN dans la partie LAN? Bien sûr. Donc on retourne dans les réseaux filaires au niveau des LAN. Ici, je vais pouvoir créer un réseau local. Et il va me demander si c'est une interface, donc si je veux qu'elle soit sur l'un des ports physiques de l'équipement, ou si c'est un VLAN. Dans le cas présent, je vais dire que c'est un VLAN, donc je vais pouvoir dire par exemple qu'il porte l'ID numéro 10 et que c'est les imprimantes par exemple.
Alors, je rebondis sur la notion de VLAN. Les VLAN sont devenus quasiment incontournables aujourd'hui dans la gestion des réseaux et c'est souvent très compliqué à gérer. Pour celles et ceux qui ont déjà mis les mains dedans, je pense que ça vous parlera. Mais aujourd'hui, en gros, les VLAN, on a besoin de les créer pour pouvoir segmenter les réseaux, soit par rapport à une typologie de réseau qu'on veut utiliser, c'est-à-dire je veux un VLAN imprimante, un VLAN Internet, un VLAN invité, un VLAN téléphonie sur IP, un VLAN vidéo surveillance, ou bien je suis un centre d'affaires et je veux pouvoir créer un VLAN pour la société A, la société B, la société C, etc. Donc, depuis un même équipement cloisonné. À travers la console Omada Controller, on a la possibilité de facilement, comme est en train de le faire Rémi, créer des VLAN, on peut en créer autant qu'on veut, qui vont être après propulsés dans le réseau local et on le verra quand on va provisionner le switch tout à l'heure, comment on va pouvoir affecter port par port les différents VLAN utilisés sur le switch ou sur les bornes Wi-Fi. Au niveau des VLAN, ça sert aussi à préparer ce qu'on appelle la réservation de bande passante. On peut le faire soit avec les VLAN, soit par rapport à des règles de destination. Donc on va voir un petit peu là déjà qu'est-ce qu'on peut faire en matière de réservation de bande passante. On peut faire des limites de débit. Donc on peut créer des limites de débit pour dire qu'un profil est limité à un certain débit en upload ou en download. Et on va pouvoir appliquer cette limite à un VLAN, par exemple. Donc, ça va nous permettre, si on sous-loue des locaux ou qu'on fait des choses comme ça et qu'on garantit une bande passante au VLAN en question, de le limiter, de le garantir. On va pouvoir aussi créer une limite de bande passante pour un protocole. Ça, typiquement, il faudra le cut. Tu veux la mettre où? Contrôle de bande passante? Ouais. C'est celle-là dont tu parles? C'est celle-là que tu veux? Ouais. Ok. C'est ça. Donc pour la limite de la bande passante, on a un bouton qui s'appelle contrôle de bande passante, où ici je vais pouvoir créer une règle en sélectionnant la type de source. Est-ce que c'est un réseau? Est-ce que c'est un groupe d'IP? Donc un réseau, ça peut être le LAN complet, ça peut être juste certaines IP. Je vais dire sur quel lien internet on veut l'appliquer. Et je vais pouvoir ici dédier la bande passante que je souhaite. Je vais pouvoir dire si je veux partager cette bande passante. Donc si j'affecte une bande passante d'un certain nombre de mégas, est-ce que c'est pour tout le groupe ou est-ce que chaque personne du groupe aura cette bande passante? Donc là, typiquement, c'est ce qui va nous permettre de protéger les différents réseaux en termes de consommation. Donc on veut que la vidéosurveillance ne tire pas plus de X. On veut que la téléphonie ne tire pas plus de X. Donc c'est là où on va pouvoir organiser toutes ces règles avec ou sans VLAN. Mais on a la possibilité de faire les deux et encore une fois de manière simple à travers une simple page web. Dernier point, du coup, tant qu'on est sur le routeur, on va revenir sur la notion de multi-WAN pour parler du backup 4G. 4G ou 5G d'ailleurs. Parce que les routeurs 5G Omada, si je ne dis pas de bêtises, sortent ce mois-ci. Au niveau des WAN, donc on peut en activer ou en désactiver, ça se fait sur le haut de l'onglet WAN de notre routeur. Pour revenir rapidement donc sur le WAN 1, on a un petit réglage qui peut être important, c'est si vous avez certains accès Internet qui nécessitent un VLAN, c'est dans les options avancées que vous avez la petite case VLAN Internet. Donc elle est un petit peu plus discrète que sur le LAN parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, mais ça peut être intéressant sur certains opérateurs Internet bien précis. On parlait d'interopérabilité dans l'introduction des vidéos précédentes. C'est typiquement cette petite option qui est un peu discrète, qui permet de s'assurer de pouvoir fonctionner avec n'importe quel opérateur. Donc ça, c'est vraiment un point important qui nous assure, nous, que les routeurs Omada peuvent interopérer n'importe quel réseau opérateur. Ici, du coup, maintenant que j'ai activé le WAN et le WAN LAN 1, donc le deuxième WAN, j'ai deux onglets à ma disposition. Je peux mettre une description pour le côté pratique, savoir que sur mon WAN, j'ai mis la fibre et sur le deuxième WAN, j'ai mis la 4G ou l'inverse. Et ensuite, je vais pouvoir ici configurer les WAN. Donc, j'ai de l'IP dynamique qui va me permettre, par exemple, sur l'accès de backup, de pouvoir changer d'accès de backup au besoin parce que la configuration se fera automatiquement. Je peux aussi me mettre en IP statique
pour faire un réglage bien particulier côté routeur. Ensuite, j'y retrouve le PPOE qui va servir sur certains équipements Internet si on veut se débarrasser du routeur opérateur et que ce soit uniquement le routeur Omada qui fasse la session Internet. On va ici préciser les identifiants PPPoE fournis par l'opérateur et peut-être le VLAN qui va avec, comme on a pu en parler. Du coup, c'est un des avantages de ces équipements, c'est qu'on peut supprimer un équipement dans le réseau, donc aussi un risque de panne. Donc là, typiquement, plutôt que d'avoir et un point optique et une box et un routeur, je vais avoir directement le point optique qui va rentrer au niveau du routeur Omada, qui va monter la session en respectant les protocoles opérateurs et donc avoir un meilleur contrôle et une meilleure visu de tout ce qui se passe sur le réseau. Et donc à chaque fois, je peux le faire pour les différents accès Internet, j'ai exactement les mêmes réglages. En dessous, on retrouve rapidement l'équilibrage de charge, où je vais pouvoir dire si je veux l'activer ou non. Et ça va me permettre soit d'envoyer un paquet en 1 pour 1, donc utiliser les deux accès Internet au même besoin, ou ne pas l'activer et l'avoir comme failover uniquement. Donc finalement, on sait faire du load balancing ou du failover. Tout à fait. Le failover, c'est lui qui va nous servir sur ce qu'on appelle le backup. Donc si mon lien principal tombe, c'est détecté automatiquement et tout le trafic va être renvoyé vers la deuxième patte. Donc c'est ce qui permet d'assurer un plan de continuité d'activité. Je pense qu'on a fait le tour sur la partie routeur. Je pense que la partie routeur est en effet terminée. On va voir maintenant le montage d'un VPN IPsec entre un contrôleur Omada, donc un routeur Omada, et là en l'occurrence une solution WatchGuard. Donc l'intérêt justement c'est de vous montrer qu'on peut monter du tunnel VPN IPsec même si on n'a pas que du TP-Link partout. Petite note à retenir, c'est que quand on a de l'Omada partout, finalement le déclaratif des VPN est simplifié parce qu'on a la liste de l'ensemble des sites et on peut tout simplement en sélectionnant 2 sites monter le VPN de manière automatique avec les profils prévus par TP-Link. Donc, ça permet d'accélérer un petit peu le processus. Mais là, nous, on va voir le cas de je veux monter un VPN IPsec avec un environnement qui n'est pas du TP-Link. Donc, on se retrouve toujours sur notre interface. On va dans les paramètres en bas à gauche, toujours au même endroit. Et ce coup-ci, on a un onglet VPN. Donc, nous, on va se concentrer sur l'onglet VPN et non pas utilisateur, qui est plutôt le VPN nomade. Si je crée une nouvelle politique VPN, on me demande le nom du VPN. Donc, je vais vous dire par exemple siège, parce qu'on va partir du principe qu'on est sur une agence. Il va me demander si c'est du VPN site à site ou client à site. Et il va me demander si c'est de l'IPsec automatique. C'est ce que disait Damien. Où là, du coup, je retrouve la liste de tous les sites clients qui sont sur le même contrôleur. Si je sélectionne un site et que je fais créer, ça va monter le VPN automatiquement entre les deux sites et créer les routes qui vont bien. Là, dans notre cas, on va plutôt faire du manuel. Donc, il va me demander quelques informations, notamment la passerelle distante. Donc, j'ai déjà préparé les quelques informations. Ici, je vais être sur un 185.126.230.6, donc l'IP public du lien Internet distant. Il me demande aussi le sous-réseau distant, qui sera donc la phase 2 d'accès, ce dont on va avoir besoin. Donc ici, idem, je vais lui préciser tout de suite. Je peux en ajouter plusieurs, bien sûr. Alors, il ne prend pas ce que je veux qu'il prenne. Donc là, finalement, on donne les différents éléments réseau qui sont nécessaires à la négociation du tunnel IPsec. Comme la plupart des VPN, il va avoir besoin d'une clé partagée qui a déjà été préparée côté WatchGuard. Et je vais pouvoir la préciser ici. Ensuite, il me demande de notre côté, juste au-dessus, les réseaux qu'on veut autoriser. Donc, par exemple, je ne vais pas autoriser le VLAN invité à aller parler dans le VPN. Parce a priori, il n'a pas de raison de le faire et donc on va y rajouter une petite sécurité. Il va me demander quel WAN je veux utiliser pour monter le VPN. Je vais cocher le WAN principal, qui souvent est le lien qui a le plus de débit. Au niveau du réglage avancé, là, moi, je vais avoir besoin de rien changer parce que je suis parti du principe que côté WatchGuard, donc du côté du pare-feu qui nous intéresse, j'ai mis ces réglages-là précisément, les réglages par défaut de TP-Link. Mais on peut donc choisir si on veut de l'IKE V1 ou V2, les différentes méthodes d'encryption qui nous vont bien, le type d'authentification locale, les durées de vie pour la phase 1 comme pour la phase 2. Ici, j'ai rentré normalement tout ce dont j'avais besoin. En faisant créer, il va réfléchir un petit peu et il va créer mon VPN automatiquement. Donc ensuite, j'ai plus qu'à faire les tests habituels pour tout VPN et à faire des tests de route pour savoir si j'arrive bien à accéder au réseau distant et inversement.
Donc là encore une fois, on a réussi à faire des configurations qui, par le passé, pouvaient être un peu lourdes en quelques clics. Alors on va maintenant voir la partie réseau local, donc LAN sur un Nomada Controller. Donc plusieurs choses que nous allons voir. Déjà l'interface de base sur laquelle on va pouvoir observer les connectiques, les buts GPO, et je vais laisser Rémi détailler tout ça. Et puis on va dérouler après sur la partie justement gestion du réseau local avec la mise en application des VLAN qu'on a pu créer précédemment, port par port, pour pouvoir affecter des VLAN en tag ou untag. Mais Rémi va vous parler de ça mieux que moi. Merci. Donc déjà, on a comme d'habitude l'état des ports. Donc on sait que le switch est uplinké par le port 8 et on sait aussi par la liaison montante routeur. Donc on sait qu'il est uplinké directement par le routeur. On sait sur combien de débit, etc., etc. On sait que sur le port 1, il y a du PoE parce qu'on y a mis une borne Wi-Fi. On sait que la borne Wi-Fi consomme 4,7 watts. On sait sur le point général du switch que ça représente un usage de 2% à peu près de la consommation du switch, puisqu'il en reste 98% sur un switch de 240 watts. Donc ça permet de savoir si on est un peu juste en termes de PoE, etc., s'il y a beaucoup de bornes Wi-Fi ou beaucoup de téléphones, de savoir à peu près où on en est. On a un deuxième onglet où on va pouvoir gérer l'ensemble des ports, où ici j'ai un peu le même état que là-haut, mais je peux les éditer chacun d'entre eux. Je peux couper le port PoE aussi, si j'ai besoin de reset le PoE pour redémarrer un équipement téléphonique par exemple, sur lequel j'ai plus la main. Donc là de nouveau, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans la baie si on veut éteindre un équipement. Donc la plupart du temps, on peut redémarrer les équipements par l'interface de gestion de la téléphonie ou quoi, mais si pour une raison X ou Y on ne peut pas, on peut le reset le port directement par le switch. On a donc la liste des ports, on peut modifier un port. Quand on modifie un port, on peut modifier le nom pour un côté pratique, savoir ce qu'on a sur quel port. Et on peut surtout modifier son profil. On va voir qu'on va pouvoir créer des profils, donc il y en a certains de base. Quand je vais dans les profils, je retrouve le désactiver, ce qui va permettre de désactiver un port physiquement en termes de sécurité s'il y a besoin. Je retrouve le VLAN que j'ai créé tout à l'heure, qui est le VLAN imprimante, le LAN. Et si je crée au niveau des réseaux, par exemple, un autre réseau que je vais appeler invité, que je vais mettre sur le VLAN 20 avec un réseau. Faut que je réfléchisse. Tac, je vais créer un réseau de mon côté. Donc là en fait concrètement, tu es en train de créer une autre étendue DHCP affectée à un VLAN pour faire en sorte que les invités ne soient pas sur le même réseau que les autres. Exactement. Ça va nous permettre d'avoir des ports dédiés, par exemple pour la salle de réunion, si on veut que le port réseau qui est dans la salle de réunion soit isolé du reste de l'entreprise, pour que si quelqu'un prend le câble réseau qui pend sur la table, il n'aille pas sur le réseau de l'entreprise et qu'il accède aux imprimantes, etc. Ça va nous permettre de l'isoler. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir directement, en retournant dans mes appareils sur mon switch, dire que par exemple le port 2 de mon switch, si je clique dessus, je vais pouvoir aller l'éditer et dire que son profil, c'est le profil invité. Ce qui va faire que si quelqu'un se branche dessus, il prendra directement le VLAN invité. Là, on l'a fait de manière à ce qu'on n'ait que le VLAN invité dessus. Si je retourne dans mes réseaux LAN, je peux, dans un profil que je crée, gérer encore d'autres choses. Je peux gérer des réseaux tagués ou untag sur le port du switch. Donc par exemple, je vais pouvoir dire que le réseau natif, c'est le réseau invité, mais que je veux un réseau marqué, donc tagué, imprimante. Pour que si, dans la salle de réunion, je veux brancher une imprimante sur le VLAN imprimante, je puisse le faire par un autre switch que j'aurai dans la salle de réunion ou pour ce genre de choses. Du coup, est-ce que tu peux nous montrer sur un port comment on tag ou untag port par port? Alors justement, il faut créer un profil, comme je suis dans l'onglet donc LAN profil. Quand je vais créer un profil, je vais lui donner un nom. Donc on va en même temps en profiter pour voir les autres options qu'il y a sur un profil. Je vais pouvoir lui donner un nom, par exemple salle de réunion, dans le cas que je prends depuis tout à l'heure. Je vais pouvoir demander si j'autorise ou non le PoE sur ce port-là. Je peux donc désactiver le port PoE parce que par exemple dans la salle de réunion, il n'y aura pas de téléphone sur ce port-là, je le sais, donc je n'ai pas besoin de PoE, c'est même une sécurité en plus, à la fois pour le budget PoE et pour éviter d'avoir des équipements qui démarrent sans le vouloir. Il va me demander le réseau natif, donc c'est le untag en anglais, et il va me demander les réseaux marqués.
qui vont être les réseaux tagués. Donc je vais pouvoir, comme je disais tout à l'heure, dire que le untag c'est invité par sécurité et je vais pouvoir mettre comme tag imprimante. Ici, je n'ai pas balisé invité et LAN, c'est normal. Je peux forcer un réseau vocal, donc le VLAN voix qui pourra être affecté de base. Et dans les options avancées, je peux, pour ce profil-là, activer ou non le bouclage, le LLDP, le contrôle de la bande passante. Donc par exemple, je peux dire que sur le port de la salle de réunion, je veux limiter le débit pour être sûr que personne ne consomme un débit bien particulier. Là, j'ai juste mis un untag invité et un tag imprimante. Je vais enregistrer. Et ensuite, je vais pouvoir aller sur mon appareil. Je crois que je l'ai nommé pareil, donc ça ne va pas être très simple. Je vais regarder ça. Excusez-moi. Non, je l'avais nommé salle de réunion. Autant pour moi. Et donc, je vais pouvoir dire sur mon switch, au niveau du port 2 que j'avais tagué en invité, je vais pouvoir dire en fin de compte, je ne veux pas du invité parce que je vais pouvoir mettre mon imprimante derrière. Je vais le taguer directement en salle de réunion en termes de profil. Ce qui va faire que de base, il sera en invité, mais qu'en tag, je pourrais brancher une imprimante si j'ai besoin. Donc finalement, là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il est important de réfléchir à la création des différents profils pour pouvoir appliquer du tag et du untag directement sur les ports du switch. À la volée. Donc en fait, la philosophie d'un switch habituel, c'est sur chacun des ports d'aller dire qu'est-ce qui est tag et untag, alors que là, en fait, on va créer plutôt de manière macro un profil et on va pouvoir appliquer ce profil à tout ou partie des ports du switch. Donc, c'est important de penser à ça et on voit bien qu'en termes de déploiement, c'est finalement plus macro parce qu'on va réfléchir en amont sur les différentes catégorisations de réseaux pour les déployer après sur les ports que l'on souhaite et encore une fois en quelques clics. On a vu également qu'on pouvait réserver de la bande passante port par port, couper le PoE. Donc là, clairement, on a la main sur l'ensemble du réseau local avec toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Alors, on va voir maintenant la partie de configuration d'un réseau Wi-Fi d'entreprise avec notamment la création du SSID principal, la création d'un réseau invité avec un portail captif et puis les petits réglages qui permettent que tout ça se passe bien. Allez, c'est parti, Rémi. Alors déjà, dans la configuration générale du site, il est important de vérifier à minima deux paramètres qui sont le mesh et le fast roaming qui sont bien activés. Donc ici, mesh et basculement automatique, c'est ce qui va permettre aux bornes de faire passer un client d'une borne A à une borne B sans coupure de service. Donc en se baladant avec son PC portable ou son téléphone mobile dans un grand bâtiment et changer de borne sans que ça se voit et que ça se ressente. Donc là, finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que avec la configuration qui se fait côté site et non pas côté équipement, on va pouvoir dire que l'ensemble des équipements Wi-Fi vont devoir appliquer cette politique et que du coup, on va pouvoir passer avec son PC d'une salle A à B d'un étage sans être coupé. Exactement. Ok. En partant du principe que la couverture est parfaite et qu'il n'y a aucun trou entre deux radios de borne. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. On peut, sur la partie WLAN et sur la notion de map qu'on a vu dans une vidéo précédente, qu'on pouvait faire un audit de couverture. Donc c'est important de bien comprendre qu'à travers la console qui nous sert à configurer les équipements, on a aussi les moyens de vérifier que la configuration qu'on a faite est bonne et que la couverture, c'est-à-dire le nombre de bandes qu'on a positionnées et l'endroit où elles sont positionnées, correspond bien à l'endroit où on veut qu'il y ait du Wi-Fi. Et puis même aussi contrôler que les endroits où on ne veut pas qu'il y ait de Wi-Fi, n'en est pas non plus. Donc la même console nous permet et de programmer et de contrôler et d'avoir des statistiques. Du coup, je vais pouvoir créer un réseau Wi-Fi. On va principalement faire deux réseaux Wi-Fi, un principal d'entreprise et un d'invité avec un portail captif, c'est ce que disait Damien. Donc ici, on va en créer un qui va s'appeler par exemple Test Link salariés, donc qui sont pour les salariés de l'entreprise. On ne va pas activer le réseau d'invités. En termes de sécurité, on a plusieurs choix, aucun WPA personnel ou entreprise. Souvent, c'est le personnel qui est utilisé avec un mot de passe généré. Donc là, j'en mets un petit peu aléatoire. On a quelques réglages, notamment les réglages avancés qui vont nous permettre d'affecter un VLAN au réseau Wi-Fi en question. Donc tout à l'heure, dans une autre vidéo, on avait créé le VLAN 1 pour le LAN et le VLAN 10 pour les invités. Donc il faudra bien le préciser, sinon ils seront mélangés ensemble. On a la limite de débit qui peut être
appliquer sur le Wi-Fi aussi comme sur le filaire. Les horaires du réseau Wi-Fi, on peut dire par exemple, si on n'a aucun salarié avant 9 h ou après 18 h dans les locaux, couper ce réseau Wi-Fi là, ou si on n'a pas d'invités à certains horaires, couper le réseau Wi-Fi invité pour éviter qu'il émette pour rien et aussi qu'en termes de sécurité, il soit attaquable puisqu'il est visible. Alors, il ne faut pas oublier qu'un réseau Wi-Fi, c'est de la radio et que du coup, si vous avez un hacker qui vient à l'extérieur du bâtiment et que votre Wi-Fi il est allumé toute la nuit, ça lui laisse toute la nuit pour essayer de venir sur votre réseau. Donc, le fait de pouvoir couper le réseau Wi-Fi lorsqu'il n'y en a pas besoin de manière programmée automatique, c'est aussi un facteur de sécurité. On a aussi un réglage qui figure aussi sur le filaire comme sur le Wi-Fi, qui est le filtrage MAC, qui va permettre d'activer un filtrage MAC et d'activer une liste de personnes autorisées ou interdites, selon le sens dans lequel on veut le faire, pour par exemple avoir uniquement la liste des périphériques autorisés à se connecter sur ce réseau Wi-Fi qui pourront passer. Donc si quelqu'un a le bon mot de passe mais n'a pas son adresse MAC dans cette liste et que c'est une liste d'autorisation, il ne pourra pas se connecter. Donc ici, je vais mettre aucun de ces réglages-là, je vais créer le réseau salarié. Et je vais pouvoir créer mon réseau invité, mais il faudra bien que je coche le fait que c'est un réseau invité. Je vais lui redonner un autre nom aussi. Et donc là, on est d'accord, on peut en créer autant qu'on veut au final. On peut en créer autant qu'on veut, tout à fait. Je ne vais pas mettre de sécurité pour que pour se connecter, il n'y ait pas de sécurité. Par contre, je vais activer un portail captif juste après pour qu'il hérite bien d'un portail captif sur lequel on va le voir après. Il y a pas mal de possibilités. On a donc les mêmes réglages pour activer le filtrage MAC, les horaires, etc. Je remets bien le VLAN 10 ce coup-ci qui est celui des invités qu'on a créé tout à l'heure et j'applique. Là pour le moment ça veut dire que j'ai un réseau Wi-Fi qui est ouvert, sur le bon VLAN certes, mais qui est ouvert, qui n'a aucune sécurité. Donc au niveau de l'authentification dans le réglage du site, j'ai un bouton portail où ici je vais pouvoir créer un portail que je vais pouvoir appeler invité. Je vais l'activer. Et il va me proposer plein de possibilités. Déjà, il me demande quel est le SSID pour lequel il est relié. Donc, dans mon cas, c'est invité. Donc là, en fait, on est en train d'associer un SSID avec les règles réseau qui lui sont associées à un portail captif. C'est ça. Pour faire en sorte que les personnes qui veulent se connecter se connectent à une page internet pour obtenir le réseau. En voulant se connecter au réseau, ils vont être redirigés automatiquement vers une page web qui va leur demander une authentification. Ça peut être un mot de passe simple, donc c'est juste qu'au lieu de se connecter avec le mot de passe sur le réseau, ils vont devoir passer par une page web. Ça peut être d'autres systèmes d'authentification, donc ça peut être des bons, des vouchers. Ça peut être par SMS, par un serveur Radius, par tout un tas de choses. Nous, on va se concentrer sur les vouchers qui sont souvent la solution la plus simple parce que ça peut être l'interface de voucher que je vais activer peut être donnée à la personne de l'accueil ou à quelqu'un comme ça qui va ensuite, par cette interface-là, pouvoir créer des bons, un certain nombre de bons avec, on va le voir rapidement, avec un temps de consommation, un débit possible, etc., etc. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, en faisant ça, l'utilisateur final va pouvoir déléguer la création d'accès Wi-Fi à travers une autre page web pour laquelle il va pouvoir déterminer la durée de vie du bon, le débit ou des règles réseau. Exactement. D'accord. Donc par exemple, si on a une salle de réunion et qu'on sait pertinemment qu'il y a 20 personnes qui arrivent, on va pouvoir créer 20 vouchers d'un coup avec la même durée de vie, la durée de vie de la réunion, et qui va servir pour la journée entière. On a plein d'autres réglages, y compris la notion de langue, et surtout on a énormément de paramétrage de personnalisation pour mettre le logo de l'entreprise, le fond qui va bien, les codes couleurs qui vont bien pour respecter la charte de l'entreprise. Donc on le voit ici, je peux changer le nom du bouton, se connecter, je peux mettre autre chose, je peux mettre un message de bienvenue, je peux mettre des conditions d'utilisation, je peux mettre tout un tas de choses, j'ai même des options de publicité, enfin, on peut vraiment faire énormément de choses là-dessus. Bah justement, je rebondis sur ce que tu dis. N'oublions pas que les réseaux Wi-Fi invités et publics maintenant sont soumis à une réglementation assez stricte, notamment au niveau de la RGPD. Et donc là, typiquement, le portail Omada permet, à travers le message d'information, à travers des messages configurables, de pouvoir donner les conditions d'exploitation des données qui vont être captées lors du réseau Wi-Fi, donc d'informer les gens sur l'utilisation de la donnée et sur la protection de la donnée. Donc ça, c'est un paramètre important parce que tous les constructeurs ne le faisaient pas. Et là, on se retrouve avec quelque chose vraiment de customisable. Et il faut savoir qu'il y a sur le réseau Omada des couches optionnelles qui peuvent être ajoutées, notamment pour respecter la réglementation de la loi antiterroriste
et la protection des mineurs vis-à-vis des accès Internet. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont embarquées et qu'on met en œuvre chez Encom tout au long de l'année. C'est ça. Si je coche les conditions d'utilisation, donc on le voit sur la droite, j'aurai une petite coche « Je suis d'accord pour conditions d'utilisation » et je peux y préciser les conditions que je veux. Maintenant que j'ai validé tout ça, j'ai un petit module ici qui s'appelle « Bons » avec le gestionnaire des bons. Si je clique dessus, il va m'emmener sur la fameuse page de création des bons ou des vouchers, où ici, je vais pouvoir aller créer des bons. Donc comme je le disais, il me demande pour quel portail c'est, donc ici on n'en a qu'un seul, la longueur du code de 6 à 10 caractères, donc le mot de passe, le nombre de bons que je veux et quelques petites spécificités. Donc combien de personnes peuvent utiliser le bon, la durée du bon, la limite de débit potentiel et une description. Donc par exemple, si je sais que j'ai créé ces 10 bons pour la salle de réunion numéro temps tel jour, je vais pouvoir le mettre en description, ce qui va me permettre de le récupérer. Ce qui est intéressant dans la limitation des débits, c'est que si vous n'avez pas prévu de QoS pour le VLAN invité, c'est-à-dire que vous n'avez pas déterminé une bande passante limite, à travers le bon, on peut déjà limiter la bande passante. Donc ça permet finalement d'avoir des règles réseau assez simples d'un côté et d'apporter de la limitation de bande passante à travers le bon qui de toute manière, lui, va pouvoir limiter le trafic. Donc ça permet aussi de simplifier un petit peu la gestion des bandes passantes. Si je crée des bons, je les retrouve ensuite dans la liste des bons qui sont disponibles. Si j'ai des utilisateurs qui s'y connectent, j'aurai la liste dans les clients autorisés. Je pourrais savoir depuis quand ils sont connectés. Je pourrais étendre leur temps de connexion. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui était censé rester 2 heures, il va me dire j'ai utilisé ce bon là, on est à 1h55, j'ai pas envie de me couper mon Wi-Fi. La personne de l'accueil va pouvoir dire je réallonge le temps de bon parce qu'il va rester 1 heure de plus ou parce qu'il a prévu de rester la journée au lieu de juste la matinée par exemple. D'accord, donc là tu as créé ton portail. Est-ce qu'il est déjà associé, du coup le fait de le créer, ça l'a associé au SSID? Oui, quand je l'ai créé, j'ai choisi les SSID et réseaux qui devaient être affectés, donc c'est automatique. Et donc finalement, il n'y a pas d'autre action à faire? Il n'y a pas d'autre action à faire. Après, une fois que j'ai mon portail captif et que j'ai créé mes bons, j'ai même un bouton pour imprimer tous les bons d'un coup. Et donc je peux imprimer les bons, les découper et les donner dans la salle de réunion directement. Alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu plus en détail ce qui se passe sur une borne et les performances qu'on peut voir sur la borne. Donc, je suis retourné dans l'onglet appareil sur le contrôleur où je retrouve ma fameuse borne qu'on a adoptée précédemment. Donc déjà, je sais un petit peu si elle arrive à correctement capter, etc., si tout va bien. J'ai les réglages radio qui me permettent de savoir si le canal qu'elle a choisi, si elle est en automatique ou pouvoir potentiellement changer les canaux automatiquement selon le 2,4 ou le 5 GHz. Je retrouve la liste des clients qui sont connectés comme sur un switch. Je sais s'il y a des clients qui sont connectés sur cette borne bien précisément, ce qui va me permettre, s'il y a quelqu'un qui me dit que c'est un peu lent, de savoir sur quelle borne il est précisément. S'il y a du mesh, d'avoir toutes les informations à cet endroit-là. Donc le mesh, on rappelle, c'est la possibilité que toutes les bornes fassent un réseau maillé pour qu'on puisse passer d'une borne à l'autre sans être coupé. Tout à fait, c'est ça. Ici, dans la configuration, je peux renommer ma borne comme d'habitude, comme tous les autres équipements pour savoir où elle est située ou des choses vraiment pratiques. Je vais pouvoir choisir si je veux changer son IP pour la mettre en statique ou faire toutes sortes de réglages. Je vais pouvoir changer sa capacité radio. Donc par exemple, la puissance de transmission, si je veux qu'elle n'émette pas aussi fort que les autres bornes s'il y en a plusieurs, ou si je veux lui forcer un canal, parce que là elle est en auto, elle le négocie mal, et je sais qu'il y a un canal bien précis qui est libre, je vais pouvoir le forcer. Donc là, au final, c'est des paramètres qui vont nous permettre, par rapport à l'outil d'audit qu'on a vu sur la carte, de venir faire des adaptations pour étendre ou réduire une capacité Wi-Fi finalement dans le bâtiment. Ou si par exemple on a mis une borne un petit peu en limite de terrain et qu'on se rend compte qu'elle capte sur la rue et qu'on veut limiter un peu le champ, on va pouvoir baisser un petit peu la puissance de transmission pour qu'elle couvre le local, mais pas la rue inutilement. Et que justement ça ouvre potentiellement des failles de sécurité. Et au final, tu le fais en 2 clics. Je le fais en 2 clics, tout à fait. Je vais pouvoir aussi, si par exemple il y a une borne qui est vraiment dans la salle de réunion ou dans une salle de formation et qu'il y a un SSID qui est inutile, un réseau Wi-Fi qu'on a créé qui est inutile, je vais pouvoir le désactiver sur cette borne uniquement. Parce que par exemple on a une borne dans une salle de location, dans une salle de réunion ou peu importe, on a envie d'émettre un seul réseau Wi-Fi ou que 2 ou 3, etc. Je vais pouvoir cocher seulement ce qui m'intéresse pour cette borne-là. On a, comme beaucoup d'autres, comme sur tous les autres équipements, le réglage SNMP, etc. Et on peut gérer la QoS et gérer l'appareil
pour le mettre à jour de force, l'oublier pour le reconfigurer, etc. Ok, donc si on résume, ça veut dire qu'au niveau du Wi-Fi, je peux aussi bien faire du réseau d'entreprise, du Wi-Fi public, gérer finalement ma cartographie radio à la main, vérifier cette cartographie radio à travers l'outil de monitoring et continuer à faire comme pour tout le reste d'Omada, du provisioning à distance et de la maintenance à distance dessus. Exactement. Et même à distance, je vais même pouvoir, au niveau de la borne, savoir s'il y a d'autres bornes Wi-Fi qui émettent, savoir s'il y en a beaucoup, pas beaucoup, et justement connaître les canaux de celles-ci en faisant une recherche de tous les réseaux Wi-Fi qui sont présents. Donc ça, c'est dans l'onglet outils. Ce qui va permettre de retrouver, donc ça prend un petit peu de temps, je l'ai lancé pour la démo, on n'ira peut-être pas au bout, mais ça permet de savoir le nombre d'équipements et de bornes qu'il y a, savoir si on a beaucoup trop de Wi-Fi dans la zone, peut-être expliquer certains défauts des fois s'il y a vraiment beaucoup de Wi-Fi. Ça permet de diagnostiquer, toujours pareil, sans avoir besoin d'être sur place. Nous, en tant qu'infogéreur de ce matériel-là, on peut être à des kilomètres de la borne Wi-Fi et pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe quand même. Donc là, finalement, elle va regarder tous les canaux et nous dire où est-ce que c'est encombré, pas encombré. Et vu qu'on a observé qu'on pouvait changer le canal à la volée, on va pouvoir se caler sur le canal où il y a moins de bruit. C'est ça. C'est pas mal tout ça. Tout à fait. Merci. Merci. Alors du coup, la dernière partie qui nous reste à voir, c'est finalement comment on va pouvoir maintenir tout ça en service, comment on va pouvoir s'assurer que les sauvegardes sont faites, que l'interface est bien en français, enfin tout un tas de petits paramètres qui permettent de se rassurer sur le fait que finalement tout ça va bien fonctionner. Donc ce que je vous propose, c'est qu'avec Rémi, on parle déjà de la gestion du contrôleur en lui-même et puis qu'on descende un petit peu jusqu'à la notion de restauration. Donc tout ça, ça se retrouve toujours pareil dans les paramètres de la configuration en bas à gauche. Dans les 5 derniers onglets qui nous restent en bas de la console, donc ça ne concerne plus le site de Omada Controller, ça concerne le serveur Omada Controller de manière globale. Donc ici, on a le nom du contrôleur, le fuseau horaire de base, est-ce qu'on a un serveur SMTP pour envoyer des alertes email ou non, combien de temps on historise les données de log et d'accès, etc. On peut envoyer un certificat SSL pour avoir un certificat quand on visite le contrôleur de domaine. On a le rappel de son IP, des ports sur lesquels on peut se connecter, qu'on peut changer s'ils ne sont pas par défaut. Donc ceux par défaut seront mis, on peut les modifier si on veut un petit peu l'isoler et mettre des ports qui sont un peu moins connus. On peut autoriser ou non la collecte de données pour envoyer des infos à TP-Link pour les aider à régler des petits bugs qu'on pourrait avoir. On a un autre onglet qui nous permet d'activer ou non l'accès cloud. Donc c'est ce qui va permettre depuis l'interface Omada qui est hébergée chez Omada d'avoir accès à vos contrôleurs comme pont. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs contrôleurs, depuis l'interface qui appartient à TP-Link Omada qui est hébergée chez eux, vous aurez la liste des contrôleurs. Si par exemple il y a un de vos clients qui a un des besoins qui était d'avoir son propre contrôleur de périphérique TP-Link pour un seul domaine et que nous par exemple on en a un de mutualisé pour certains de nos clients, mais on peut avoir des demandes pour qu'il y en ait un spécifique, donc ça permet d'avoir une gestion mutualisée. On a l'entretien du contrôleur, donc ça va nous permettre de savoir depuis quand il est démarré, sa version, la date qu'il est capable d'afficher, la langue de base, est-ce qu'on a des fuseaux horaires automatiques ou non, enfin quelques petits réglages d'usage. Alors il y a des petits réglages qui sont quand même intéressants, donc notamment le rafraîchissement automatique des informations. Donc ça c'est quelque chose, souvent on passe un petit peu à côté, mais on l'a vu tout à l'heure, quand on branche un équipement, il va venir faire une demande d'adoption. Donc typiquement, si on met un temps de rafraîchissement qui est trop long, on va avoir l'impression que l'équipement ne remonte pas alors que c'est juste que la page ne s'est pas rafraîchie. Donc ça, généralement, on va plutôt être sur un intervalle de rafraîchissement assez court pour faire en sorte qu'on ait bien une instantanéité dans l'information et faire en sorte que quand les statistiques se remettent à jour ou qu'il y a un port qui change d'état, ça puisse remonter de manière assez dynamique. On parlait des notifications aussi tout à l'heure avec Rémi. On a vu qu'on pouvait envoyer des notifications par email et surtout, on a vu qu'on pouvait utiliser son propre serveur SMTP. Donc là, ça veut dire qu'on peut vraiment aussi contrôler le flux de mail et on a l'assurance qu'il va passer par un flux qui est maîtrisé et qui est en France en l'occurrence. On a accès un petit peu plus bas à la sauvegarde, à la restauration des données. Donc si on a besoin de réinstaller le serveur ou si juste on veut faire une sauvegarde ou qu'on a fait une erreur de configuration, on va pouvoir restaurer la configuration complète. On peut exporter pour l'assistance, donc en cas de demande de la part de TP-Link, les informations
pour qu'ils puissent les consulter. On a un onglet qui est la migration, donc un peu comme si on devait réinstaller, si on doit migrer des équipements en masse d'un contrôleur Omada A vers un contrôleur Omada B. On va pouvoir le faire directement ici. Donc ça peut être une migration de site, juste un site qui, par exemple, qu'on doit céder à un client qui veut le gérer lui-même ou quelque chose, ou ça peut être la migration globale du contrôleur. Donc ça, concrètement, ça veut dire que dans plusieurs cas de figure, soit j'ai commencé avec un hébergement A et finalement je change de fournisseur ou je veux passer sur un data center avec un peu plus de sécurité ou tout simplement je veux changer de fournisseur, eh bien il y a une procédure industrialisée qui permet en quelques clics de pouvoir déporter son contrôleur d'un hébergeur A vers un hébergeur B et que les équipements retrouvent leur petit et qu'il n'y ait pas de perte dans la continuité d'activité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important parce que ça permet de s'assurer que même s'il y a une rupture au niveau du data center, on peut très rapidement redémarrer le contrôleur ailleurs. Et pour la migration de site, comme le disait Rémi, ça permet soit de faire en sorte qu'un client qui était chez un intégrateur A puisse passer chez un intégrateur B en récupérant finalement l'ensemble de ses données, ou bien j'étais sur un contrôleur local et je veux passer sur un contrôleur dans le cloud, mais juste pour ce site-là, je peux le faire aussi. Donc finalement, ça rend la maintenance et l'exploitation de la solution vraiment très flexible et avec l'assurance surtout d'avoir une continuité de service sur les équipements qui sont sur les sites clients et c'est finalement ça qui prime. On a un dernier onglet qui est la sauvegarde automatique qui est très importante. Ça va nous permettre, si on a une mauvaise manipulation de quelqu'un de l'équipe technique ou une erreur ou un oubli, d'avoir une sauvegarde récurrente de la configuration de l'Omada, ce qui va ensuite permettre de pouvoir restaurer, on l'a vu tout à l'heure, on peut restaurer la configuration plus simplement si on a eu un petit loupé. Le dernier élément pour la console Omada, on l'a vu à l'introduction, mais je le redis sur cette conclusion de l'interface, c'est qu'on a aussi la possibilité de segmenter les permissions pour pouvoir donner accès à tout ou partie des informations, tout ou partie des sites. Donc ça, c'est intéressant normalement qu'on soit DSI, intégrateur ou opérateur. Ça permet vraiment de dire qui va pouvoir accéder à quelles ressources. Et puis aussi, le module statistique, l'air de rien, il va nous permettre de pouvoir voir concrètement ce qui se passe site par site et de pouvoir en sortir des rapports pour prendre les bonnes décisions opérationnelles ou les bonnes décisions en matière de restructuration réseau. Voilà, donc cette console Omada, c'est vraiment, comme tout au long des vidéos qu'on a pu faire, c'est une tour de contrôle qui vous permet de prendre la main sur votre réseau et de pouvoir faciliter le déploiement tout en vous faisant gagner du temps sur l'exploitation au quotidien.